les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une rencontre de Sophie spéciale avec un mois de mai très riche en occupation, avec notamment le week-end de Pentecôte où il y avait de nombreux festivals près de la baie du Mont-Saint-Michel, notamment Botanic Art, Art et Jardin dans le Grand Villers, Étonnant Voyageur en Pays Malouin, et entre les deux, géographiquement, les Papillons de Nuit, qui signent une 24e édition avec près de 100 000 personnes à Saint-Laurent-de-Cuves. Le bocage normand s'est transformé une nouvelle fois en terrain de fête. Alors aujourd'hui, donc une rencontre de Sophie spéciale. Je vais évoquer les jours passés et les jours à venir. Mention spéciale pour moi à la chanteuse-danseuse Suzanne, qui mêle musique électro, danse, images et textes engagés. De dégaine à lendemain de fête, avec en point d'orgue Viril et Je t'accuse, accompagné par le public, mais aussi marche ou rêve, au grand jour. De l'intime à l'universel, du passé à l'avenir, elle témoigne, Suzanne, et elle alerte. Et comme elle le dit dans Millennium, le titre éponyme de son 3e album, « Je suis une espèce rare, et comme l'ours, on va disparaître, dire qu'on aura été les derniers à connaître le monde sans Internet, et qui interpelle pour la génération suivante. Millennium, comment on fera le monde d'après pour les mômes, pour ceux du prochain millénium. Jamais le mot écoféministe n'a semblé si juste qu'avec Suzanne, son énergie, sa voix qui porte pour les femmes et pour la planète et nous aide à trouver dans la poésie un sans ça, tout ça. 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 Elle a enchaîné dès le lendemain des P2N à Saint-Brieuc. On pourra la retrouver début juin dans le sud, le 27 juin au Solidaise à Paris, le 19 juillet au Vieilles Charrues et tout l'été un peu partout en France comme en Belgique et en Suisse. Et elle reviendra dans la Manche le 13 novembre pour les rendez-vous soniques de Saint-Lô. Bien sûr, les événements divers et variés continuent à se bousculer sur notre beau territoire au mois de juin. J'ai retenu pour vous 2 nouveautés pour maintenant qui allient histoire, nature, partage, culture. Tout d'abord, une exposition originale au château de Chantor, fameux pour son parc 19e, aux rocailles qui mêle le chant de l'eau à celui des oiseaux. L'exposition se présente sous 12 panneaux. Donc il y a un premier panneau d'introduction qui est dans la billetterie. Et ensuite, il y a la salle d'exposition. C'est Bernard Le Gall, que vous avez entendu, un des 2 propriétaires, qui est le commissaire de l'exposition. Il a tout créé de toutes pièces, enfin pas tout à fait, car il remercie Virgile pour l'histoire de Laocoon, le Troyen lanceur d'alerte, qui a voulu prévenir ses concitoyens du danger du cheval de Troie. Timéo, Danaos et Dona Ferentes. Je crains les Grecs, même lorsqu'ils apportent des présents. Le récit dans l'Énéide de sa mort tragique, avec ses 2 fils étouffés par des serpents, a donné l'une des œuvres les plus célèbres de la sculpture antique, le groupe du Laocoon. L'histoire de cette statue, saluée par Pline l'Ancien, et dont on peut admirer une reproduction dans la salle d'exposition du château, est elle-même une aventure merveilleuse. Disparue, puis découverte à Rome le 14 janvier 1506, près du Colisée, mais sans son bras droit, reconstitué, levé vers le haut. Seul Michel-Ange soutient qu'il est plié en arrière par les serpents. Ce n'est qu'en 1905 que le collectionneur et archéologue Ludwig Pollack retrouve dans la cour d'un tailleur de pierre le bras droit du prêtre, bras plié. Je laisse Bernard finir l'anecdote.
et il va l'offrir au Vatican. Et le Vatican va mettre 50 ans pour le mettre en place. Et lui, malheureusement, Ludwig Pollack, comme il était juif, habitant à Rome, il va être déporté à Auschwitz et toute sa famille va mourir là-bas. Il faut le dire, il faut le répéter. François Ier, Louis XIV, Napoléon en voudront des copies, fascinés par ce trésor. Même si la copie de Louis XIV se trouve désormais à l'Assemblée nationale, le Laocoon sera oublié à la fin du XXe siècle, ne correspondant sans doute plus au goût de l'époque. Mais l'actualité le remet sur le devant de la scène, selon Bernard Le Gall. Tout comme Giraudoux transforme l'histoire de Troie en une réflexion sur la folie des hommes avant la Seconde Guerre mondiale, le biologiste amoureux du patrimoine et de la nature, qui est Bernard Le Gall, y voit l'Europe de maintenant, qui se croyait forte et protégée par ses institutions et son droit, mais qui se trouve ligotée par les serpents de ses dépendances énergétiques, militaires, technologiques. Tragédie où, tout comme les enfants de Laocoon, se trouvent entraînés les générations futures. Pour admirer et réfléchir, cette exposition intitulée « Tragédie et prophétie, l'ultime avertissement » autour du chef-d'œuvre du Laocoon est ouverte dans l'orangerie du parc du château de 14h à 18h30 tous les après-midi, du lundi au dimanche, et ce jusqu'au 30 septembre. Et pour finir, donc je vous ai promis deux idées de sortie. Pour finir, cette rencontre de Sophie Patchwork, last but not least, une sortie en baie pas comme les autres ce dimanche 7 juin après-midi. D'abord parce qu'il s'agit d'une balade en baie guidée, pas une traversée, mais une petite boucle de 2 heures autour de la pointe du Groin, sud, à Saint-Léonard, donc accessible à tout âge pour venir en famille ou entre amis. Mais aussi parce qu'elle est organisée par l'association des Amis de l'église Saint-Médard de Draget, et donc au profit de la restauration, de la sauvegarde de l'église Saint-Médard de Draget qui date des 11e et 13e siècles. C'est donc une belle occasion de profiter de la baie tout en soutenant la restauration d'un patrimoine local à l'acoustique exceptionnelle. Lieu d'ailleurs de nombreux concerts passés et à venir, on l'espère, avec Via Eterna et l'association La Clé des Champs de Dominique et Carlo Chiarapa. Voici un court extrait de l'entretien que j'avais eu en novembre avec Florence Bram, la présidente de l'association des Amis de l'église Saint-Médard de Draget. Un petit point sur l'église rapide. Voilà. En fait, l'église n'est pas ouverte aux manifestations publiques. La nef menace de s'effondrer. Donc, la nef, c'est ce qu'il y a de plus. C'est là que le public se met. Et elle est consolidée quand même, on peut dire qu'elle est consolidée actuellement. Alors, depuis mi-octobre, presque 2 ans après l'arrêté de péril qui a été prononcé, des étais de confortation provisoire ont été installés sur les murs extérieurs nord, qui menacent effectivement, qui sont poussés par la force de la charpente qui tombe. Donc les murs sont aujourd'hui sécurisés, si vous voulez. Voilà. Mais bon, l'église ne peut pas accueillir de public. Par contre, le cœur de l'église, on a beaucoup de chance à Draget, c'est qu'il y a une petite porte latérale qui permet d'ouvrir et de fermer l'église tous les jours. Cette église vit. Voilà, il y a des groupes qui se réunissent, une visite, 10-15, une petite visite, parce que cette église recèle quand même des trésors. Le mobilier qui est à l'intérieur est classé en totalité au monument historique. Et franchement, c'est un joyau patrimonial qui est intéressant. Alors, je crois qu'il y a un lien aussi de cette église avec le Mont-Saint-Michel. Oui, cette église fait vraiment partie d'une typologie d'église qui est assez... qui est remarquable, parce que beaucoup d'entre elles, j'ai appris ça récemment, et beaucoup de ces églises se sont déjà effondrées. Draget, heureusement qu'elle tient encore debout, parce qu'elle représente vraiment une époque qui est très, très, représentative, enfin, sur le plan architecture. Elle est de la même époque que la construction du Mont-Saint-Michel. Donc, c'est une église du Moyen-Âge. L'église primitive date du XIe, et ensuite, elle a été remaniée au XIIIe siècle. Donc, c'est vraiment une église intéressante de ce point de vue. Et puis, elle est en direct avec le Mont-Saint-Michel, parce qu'elle a été donnée au Mont en l'an 1000 par le duc de Normandie. C'est à Draget, vraiment, on sort de l'église, on a le Mont en direct, quoi. Je crois que vous m'aviez expliqué la dernière fois que le mont, que l'église était un amer aussi pour les bateaux et les pèlerins. Enfin, c'est un
un lieu de passage de pèlerinage et un amer pour les gens qui sont en mer. Un repère pour les bateaux qui naviguaient dans la baie, parce que l'église de Draget est donc un petit peu à l'extérieur du village, mais placée sur un promontoire, et son clocher culminait à 40 mètres. Aujourd'hui, est un peu plus bas, parce que la foudre est tombée sur ce clocher en 1688, je crois, et du coup, le clocher a été reconstruit un petit peu plus bas, dans sa forme d'aujourd'hui. Mais enfin, il reste quand même très haut. C'est vraiment un repère qu'on peut voir de très très loin. Parfois même du Mont-Saint-Michel, quand il fait beau, quand on est sur la terrasse de l'Ouest, on voit le clocher. Info pratique, la balade en baie, donc c'est dimanche 7 juin. Rendez-vous 14h à la pointe du Groin du Sud à Saint-Léonard. Retour à 16h30. Goûter offert par l'association à l'issue de la balade. Prévoir une tenue adaptée à la météo, de l'eau pour boire et pour se nettoyer les pieds et un sac pour mettre les chaussures. Le tarif, c'est 15 € pour les non-adhérents, 10 € pour les adhérents et les enfants de 6 à 14 ans. Les places sont limitées sur inscription sur Hello Asso. Il faut taper Association des Amis de l'Église Saint-Médard de Draget, balade en baie. On peut aussi, si on n'a pas Internet, s'inscrire à l'épicerie-restaurant au Grenier de Draget jusqu'au samedi 6 juin. Renseignements au 06 21 30 61 48. Eh bien, écoutez, je vous ai donné 2 idées de sortie pas loin de la baie ou dans la baie. Je vous souhaite une belle semaine. Et pour se quitter, nous finirons en musique avec Suzanne, Un sens à tout ça. Au revoir. Un sens à tout ça.